Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de livres pour enfants. Aujourd'hui, on va parler de livres où il n'y a pas trop de texte, afin que même les plus jeunes puissent les apprécier. Nous allons bien entendu parler de bandes dessinées, aussi appelées mangas occidentaux. Tu penses que je plaisante, hein? Et ça fait super longtemps que j'avais envie de parler de bande dessinée, et plus précisément d'un auteur en particulier, Jason. Jason, on va appeler ça Jason et pas Jason. Alors il est norvégien, alors bon, je sais pas comment on prononce, s'il a envie qu'on l'appelle Jason ou Jason, mais je pense que c'est quelqu'un de good, donc on va l'appeler Jason. D'ailleurs, si vos parents vous ont appelé Jason, révoltez-vous, hein. Faites quelque chose, respectez-vous, parce que eux ne vous ont pas respecté. Et donc Jason vient de sortir sa dernière bande dessinée, Toujours Pampelune. Elle est parue début juillet en France. Donc normalement elle doit encore être en stock, et je dis ça parce qu'en fait la plupart de ces BD sont quasiment introuvables aujourd'hui. Par exemple, ma BD préférée dont j'avais déjà parlé peut s'arracher à plusieurs centaines d'euros. Bon, moi je l'avais payé 12 il y a quelques années. C'est peut-être un investissement comme une carte Pokémon. Tant qu'on parle de choses pour les enfants. Et plutôt que de faire une critique de sa dernière BD, je vais plutôt faire comme j'avais pu faire pour le cinéma avec Oncle Sanso, je vais vous parler de ce qui me plaît chez cet auteur. Déjà, ce qui est bien avec Jason, c'est que visuellement, on peut prendre quasiment toutes ces BD, immédiatement, même si on ne voit pas le nom sur la couverture, on peut deviner que c'est lui. Comment est-ce qu'on peut deviner que c'est lui? Tout simplement, il utilise la ligne claire. Alors la ligne claire, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est-à-dire que chaque couleur sont séparées par un trait noir de même épaisseur. Et les couleurs sont posées par aplat, il n'y a pas forcément de dégradé. Il n'y a pas d'effet d'ombrage, etc. Et l'un des auteurs les plus connus qui utilise la ligne claire, c'est Renaud Camus. C'est Hergé. Hergé. Sinon je vais encore avoir des ennuis. Par exemple, dans Tintin, à part sa hupette et peut-être un peu de rouge sur les joues, on voit bien que chaque couleur est quasiment à chaque fois séparée par une ligne noire. Mais plus encore que chez Hergé, quand on regarde les BD de Jason, on sent que c'est vraiment épuré. C'est-à-dire qu'en fait, on a en général un gaufrier, toutes les cases font la même taille et sont réparties de la même manière. Alors ça dépend des formats de ces BD, vous avez vu qu'il fait des formats un peu petits, on va appeler ça. On a 2 lignes de colonnes par page, et ça peut aller jusqu'à du 3x3 sur les plus grands formats. Alors bien sûr, dans les BD, parfois il y a quelques exceptions, il y a quelques cases qui sont un peu plus grandes, mais vraiment la seule BD que j'ai lue de lui qui n'avait pas un gaufrier, c'est celle-ci. Je vais te montrer quelque chose, où on voit bien que toutes les cases n'ont pas nécessairement la même taille. Et pour relever ce côté épuré, on a également des animaux anthropomorphiques qui servent de personnages principaux. On n'a jamais vraiment d'être humain chez Jason, on peut avoir des momies, on peut avoir des loups-garous, mais avant tout, on a surtout des chiens ou des oiseaux, ce qui permet encore une fois de distinguer au premier coup d'œil une BD de Jason. Après, les albums varient quand même les uns des autres, parce qu'il y en a certains, par exemple, qui sont en noir et blanc, et puis d'autres qui vont être en couleur. Et quand on regarde les titres de ces bandes dessinées, bon, celle-là, il a juste illustré, mais on voit qu'en fait, à chaque fois, on va être dans le genre. Donc, si on était au cinéma, on dirait que c'est du cinéma de genre, donc là, on a des trucs de détective. Ça s'appelle Hemingway, mais c'est une BD sur un casse, avec Hemingway. Une BD sur des loups-garous, ou bien une BD sur le voyage dans le temps pour aller tuer Hitler. Et donc on est sur des genres qui sont plutôt bien codifiés normalement, c'est-à-dire que on a des codes et puis on va normalement jouer avec ces codes. Mais en fait c'est pas exactement ce que fait Jason. Dans les BD de Jason, l'aventure reste vraiment en toile de fond et une sorte de prétexte. Un prétexte pour montrer des personnages déambuler, rien faire, s'engueuler, tomber amoureux et vivre des désillusions. C'est-à-dire qu'on est peut-être un peu à l'opposé d'un Tintin. Dans Tintin, l'aventure surgit à chaque page, il y a des rebondissements, et les personnages ne sont pas forcément des plus développés. La personnalité de Tintin, c'est un jeune homme qui aime l'aventure et qui est journaliste, et on peut pas aller beaucoup plus loin. Peut-être avec cette phrase vais-je m'attirer les foudres des tintinophiles. Et évidemment, je ne dis pas ça comme un reproche, j'aime beaucoup Tintin. Mais si jamais Tintin devait s'installer sur le divan du Dr Freud, je ne suis pas sûr qu'il aurait grand chose à raconter sur sa mère, et sur ses rêves érotiques avec Dirty Tommy. Blague à part, pour en revenir à Jason, en fait, donc tous ces récits de genre, qui pourraient être catalogués comme des récits de genre, vont finalement se révéler être assez naturalistes, mine de rien. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des loups-garous, on va quand même avoir des histoires de gens normaux qui font des choses plus ou moins normales la plupart du temps, et qui ont surtout des relations assez dysfonctionnelles, par exemple au sein de leur couple, au sein de leur cercle d'amis. C'est ainsi qu'on peut avoir dans les loups-garous de Montpellier une planche comme ça, où il se passe absolument rien, il y a juste quelqu'un qui essaye de dessiner et puis se met à pleuvoir. Et on est vraiment dans une histoire de loup-garou. Ou bien quelques pages plus loin, quelqu'un qui met toute une planche à se préparer pour aller voir une jeune fille. Et puis, je trouve cette planche vraiment magnifique. Le type qui va à son rendez-vous, la fille qui dit « T'es amoureux ?» Le gars qui répond « Je le suis ?» Elle qui dit « D'elle ?» Avant d'ajouter « Tu sais que ça va pas marcher ?» Puis lui qui dit « Je sais ?» Puis elle part, en lui disant « Bonne nuit ». Et puis lui il rentre chez lui, la queue entre les jambes.
Je trouve qu'il y a quelque chose de profondément sublime à cette banalité, parce que c'est des choses, c'est des interactions qu'on a tous déjà pu connaître, à savoir dans ce cas-là être avec une fille alors qu'on est préoccupé par une autre. Et ça tombe bien parce qu'à part ces BD qui parlent de loup-garou, de voyage dans le temps, etc., il va faire des récits beaucoup plus intimes. Alors là, notamment dans Oh Joséphine, il y a plusieurs petites histoires, et la première histoire, c'est l'histoire d'une randonnée qu'il a pu faire. Il a également fait une BD qui s'appelle Un Norvégien vers Compostelle. Alors c'est la seule que j'ai pas en physique, vu que je l'ai acheté en dématérialisé, monsieur, sur ma liseuse. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il arrive vraiment à sentir le vide parfois qu'il peut y avoir dans les relations humaines. Comme là, lorsqu'il va demander une bière dans un bar. Tu viens d'où? Norvège. Allemagne? Norvège. Ah, Norvège, tu aimes le foot? Pas vraiment. On dirait moi lorsqu'il s'agit d'avoir une interaction sociale dans la vraie vie. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne va pas hésiter à se mettre lui-même en scène, parfois dans des situations qui ne sont pas forcément des plus reluisantes. Il y a notamment dans Athos en Amérique toute une petite histoire sur un auteur de BD qui s'insulte avec sa femme. Et là, on va remarquer au niveau des sujets que Jason va toucher un peu à tout. Il va toucher au couple, il va toucher à la science-fiction, il va toucher aux policiers, il va toucher à l'horreur. Il a notamment fait pas mal de BD sur des momies, sur Frankenstein. Mais à chaque fois, il va quasiment avoir le même traitement et les mêmes thématiques. Et c'est ça que j'aime retrouver chez Jason. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque je vais lire une BD de Jason, je sais que ça va me toucher. Parce que je sais que peu importe le sujet, il va réussir à parler de la banalité de l'existence. Et donc, comme j'ai dit, dans ces BD, il se passe pas forcément grand-chose, parce qu'on a bien vu que lui, il avait vraiment axé sa bande dessinée et ses dessins sur ce qui aurait été en ellipse dans n'importe quelle autre BD, sur le fait que le mec qui marche dans la rue, sur le mec qui se brosse les dents, sur le mec qui va se faire cuire des œufs. Et au contraire, lorsqu'il y a une scène d'action, il s'en débarrasse un peu vite. Par exemple, là, quelqu'un vient pour tuer le héros dans J'ai tué Adolf Hitler, et c'est expédié en quelques cases, sans le moindre dialogue. Ce qui va forcément beaucoup contraster avec le temps qu'il peut prendre à décrire quelqu'un qui va marcher dans la rue, quelqu'un qui va juste rien faire en attendant sa copine, en attendant un rendez-vous, ou bien tout simplement quelqu'un qui s'ennuie. Et ce traitement-là des scènes d'action me rappelle finalement un peu le traitement que donnait Pasolini dans l'Évangile selon saint Matthieu, qui est mon film préféré, au miracle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste l'Évangile selon saint Matthieu, mais adapté de la manière la plus fidèle au texte possible, mais avec la vision de Pasolini par-dessus, et c'est là qu'on voit que le texte, en fait, tu peux écrire ce que tu veux, si tu as un auteur derrière, il va quand même t'en faire un film qui est éminemment personnel. Et donc Pasolini, lui, les miracles, en fait, il s'en fout un peu, ce qui l'intéresse, c'est vraiment les scènes où Jésus va parler à la foule, va la galvaniser, il va prêcher. Par contre, le miracle, il le traite avec un chant contre chant. Et là, je voulais vous montrer l'extrait, et je me suis dit non, je vais faire mieux, je vais vous montrer Godard qui vous montre l'extrait. Godard, il a fait un film qui s'appelle Vrai Faux Passeport, ça dure à peu près 1 heure. Bon, je suis pas sûr que vous arriverez à le trouver, mais si vous le trouvez, voyez-le parce que c'est très bien. Et donc, dans Vrai Faux Passeport, il s'amuse à donner les bons points et les mauvais points. Genre ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et dans son film, il y a une partie qui est dédiée au miracle, et donc il va te montrer l'évangile selon saint Matthieu en disant, en VF par contre, comme quoi personne n'est parfait. Et dans une qualité absolument exécrable, c'est pas moi qui ai réduit la qualité de la vidéo, c'est vraiment la vidéo qui est comme ça. Je sais pas, Godard, il adore quand c'est un peu sale, quand l'image est sale, quand le son est un peu de crado, mais je trouve que ces aspérités permettent de créer malgré tout un peu de poésie. Et donc il va accorder un bon point à Pasolini, un bon point à Dreyer, il me semble que le film c'est Ordette, qui est vachement bien, et il va attribuer un mauvais point à Cécile B2000, pour les 10 commandements. Et avoir ces différentes propositions de miracles les unes à la suite des autres, en fait on se rend bien compte qu'il y en a une qui est totalement artificielle, où le réalisateur en fait 10 fois trop, et que ça n'a même pas la puissance de la séquence chez Pasolini ou bien chez Dreyer. La thématique chrétienne mise à part, je trouve qu'on retrouve du coup un peu le même traitement chez Jason, où la scène d'action doit être là parce qu'il faut que l'histoire avance malgré tout, mais c'est pas ça qui va prendre le pas sur l'émotion. On reste dans la sobriété, et l'émotion vient chez Jason de la banalité du quotidien, comme j'ai déjà pu le dire, et je reprends donc l'ouverture, l'introduction de J'ai tué Adolf Hitler. On n'est pas du tout dans un récit de science-fiction et des machines à voyager dans le temps, on est sur une fille qui est là, sur un lit qui dit j'ai envie de toi, je te veux en moi, tout mon corps tremble, mon ventre entre mes cuisses, mes tétons durcissent, je glisse ma main, je suis toute mouillée, je mets un doigt, puis 2 même, je me caresse, ah plus fort, oh je crois que je vais... Boum. Il faut qu'on parle. Rien qu'avec ces 2 pages, Jason a posé les enjeux. On a une fille qui s'ennuie. Bon, déjà sexuellement, elle s'ennuie, c'est sûr. Et leur couple ne fonctionne pas bien. Et dans cette banalité, il y a quelque chose de profondément touchant, parce que les personnages, ça a beau être des loups-garous, des détectives, des tueurs à gages, comme là dans J'ai tué Adolf Hitler, c'est des gens qui ont les mêmes problèmes que nous. Avec les filles qui viennent nous emmerder pendant qu'on joue à Fortnite. Toujours, elles veulent pratiquer le coït au plus mauvais moment, alors qu'on allait faire top 1. Et surtout la manière de dessiner ces animaux anthropomorphiques, sans pupilles, avec des visages quasiment inexpressifs tout le temps, ou même là sur le dernier dans Toujours Pampelune,
qu'est-ce qu'il pense lui, qu'est-ce qu'ils pensent lui, est-ce qu'ils ont l'air heureux de se voir. Et ben toi, ça te permet de te projeter vraiment dans l'histoire et de placer tes propres expressions sur les personnages. Et c'est à toi de t'investir émotionnellement dans l'histoire pour te dire, ok, bah là, le personnage, il est frustré, là, le personnage, il est touché. Surtout qu'en général, Jason va pas utiliser 250 valeurs de plans différentes. Il va pas abuser des gros plans hyper expressifs, de la plongée ou de la contre-plongée pour te dire qu'est-ce qu'il faut penser du personnage. C'est pas quelqu'un qui va juger ses personnages. C'est vraiment à toi de t'identifier à eux, essayer de les comprendre. Et on arrive vraiment à des séquences, je trouve, super émouvantes grâce à ça. Parce que les personnages ne sont pas jugés, ils font des choses simples, des choses qu'on fait tous les jours, malgré le contexte qui parfois est complètement fantastique. Et là, pour moi, on arrive à quelque chose d'essentiel en BD, c'est le rythme. Et je trouve que le rythme n'est pas souvent très bien géré dans les bandes dessinées, notamment parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de BD avec beaucoup trop de texte. Si j'ai envie de lire, je vais lire un roman, et j'ai du mal avec les BD qui vont nous asséner du texte et du texte et du texte. J'ai envie de te dire, dis-le nous par l'image. Pour moi, la BD, c'est un art qui est visuel. J'ai pas dit que j'étais contre le texte. Je précise pour les nuisibles. C'est juste que si t'as des pages avec des pavés sur chaque bulle, c'est pas forcément très agréable à lire. La lecture va pas nécessairement être fluide. Et puis, pour faire passer l'émotion, ça va être un peu bizarre, tu vois. Parce que l'émotion, si elle n'est que du texte écrit, ça sert à rien de faire de la bande dessinée. Écris un roman, monsieur. Et au contraire, si on fait une BD et qu'on veut mettre très peu de texte, ou voire pas de texte du tout, et Jason il a déjà fait des BD sans texte, genre chut, il faut faire en sorte que le lecteur ait quand même envie de poser son regard sur chaque case pour suivre l'histoire, pour suivre ce que ça raconte. Et je trouve que Jason y arrive particulièrement bien, puisque son style est assez épuré. Et donc chaque dessin n'est pas surchargé d'informations, et vu qu'il n'est pas surchargé d'informations, juste en passant son œil dessus, on arrive à saisir ce qui est important. La mélancolie d'un personnage, le temps qui passe, ses doutes, et souvent l'absurde de la situation. En somme, au départ, on peut être attiré par l'œuvre de Jason pour le côté, tu vois, il y a des loups-garous, des voyages dans le temps, il faut les buter Hitler, ou bien par le côté un peu récit policier. Et puis finalement, on va rester pour les relations simples et tragiques entre les personnages, et pour leur incapacité de réellement communiquer. Après, ça demande peut-être plus d'investissement, notamment émotionnel, que n'importe quelle autre BD, puisque après, il faut donner de toi, c'est-à-dire que toi, il va falloir que tu joues le jeu, d'essayer de voir quelle émotion peuvent avoir les personnages sur chaque case. C'est pas comme certaines BD où t'as juste une planche, un gag, ou même parfois un strip, un gag, où il y a une sorte de plaisir immédiat quoi qu'il arrive. Mais je pense que cet investissement émotionnel va être récompensé pour la plupart d'entre vous, si jamais vous tentez l'expérience, parce que vous allez pouvoir accéder à une œuvre qui est un peu désabusée, sur les relations humaines, sur la vie, sur le sens de la vie, et sur la profonde banalité de l'existence. Pour le côté désabusé, je peux que vous conseiller cette BD-là, où en fait toute la vie du héros, toutes les péripéties qu'il va vivre, serviront juste d'anecdote à un tierce personnage. Toi aussi, plus tard, la plupart de tes hauts faits ne seront que des anecdotes dans la bouche de tes enfants ou de tes petits-enfants. Et si tu as choisi de ne pas te reproduire, eh bien ce seront les anecdotes de personne. Pas de chance. Et comme je l'ai dit, avec son style désabusé, épuré, ça fait que dès qu'il y a un moment de tendresse, la tendresse tu la ressens d'autant plus fort. Parce que tout peut sembler assez froid, toutes les relations humaines peuvent sembler même assez froides, et donc dès qu'il y a un moment qu'il y a un câlin ou qu'il y a quelqu'un qui s'embrasse, même si c'est toujours traité super sobrement, on sent qu'il y a de l'émotion qui passe, et c'est ça le principal. Et je reprends cette page pour vous le montrer, mais je trouve que le câlin à la fin, là, il est absolument magnifique. Ça semble pouvoir venir apaiser toutes les tensions qu'il y a eu durant l'album. Et si je devais vous faire un petit top de mes BD préférés de lui, il devrait y avoir ça, peut-être ça, certainement ça, et au sommet, celui-là là. Avec une mention spéciale pour cette BD qui n'a fait qu'illustrer. Et je sais pas comment ils ont travaillé ensemble, mais on retrouve vraiment le sens de l'absurde de Jason et la thématique de la médiocre banalité de l'existence. Partez pas, j'ai juste un petit mot à vous dire avant la fin. Hier, j'ai sorti une vidéo sur les Rape and Revenge, un genre de film où les filles se font violer et après elles se vengent. Et j'ai mis la vidéo en plus de 18 ans parce qu'en fait, il y a un extrait où il y a un mec qui se fait couper la bite. Et bon, je me suis dit que ça allait pas passer en tout public. Donc voilà, elle va pas être super bien référencée, donc faites-vous plaisir. Faites-vous un petit kiff, comme disent les jeunes. Soyez pas des misomuses. Appréciez la castration.